L'univers est immense. Parmi les 2 milliards de galaxies qui l'habitent, la nôtre, la Voie lactée, contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. L'une d'entre elles, notre Soleil, a 8 planètes qui orbitent autour, dont la planète Terre, la seule et unique planète connue pour abriter la vie. Grâce à des conditions idéales, la première forme de vie a pu éclore il y a près de 4 milliards d'années. Au fil de l'évolution, de nombreuses espèces sont apparues, dont une très récemment, il y a seulement 300 000 ans. Cette espèce allait radicalement changer le destin de beaucoup d'autres. Cette espèce, c'est nous. Depuis 12 000 ans et la période appelée Holocène, la planète a offert à Homo sapiens des conditions climatiques relativement stables. L'agriculture a pu être développée, et en 1800, la population a atteint 1 milliard d'habitants. Avec la découverte des énergies fossiles, l'expansion des activités humaines s'est accélérée de façon extraordinaire. Nous sommes aujourd'hui près de 8 milliards d'habitants. Pendant bien longtemps, nous avons considéré la nature comme toute puissante. On savait que couper les forêts modifierait les pluies, les températures, les saisons, localement, mais en aucun cas l'être humain n'aurait été en mesure de modifier les équilibres naturels à l'échelle planétaire. On ne pouvait que craindre le retour d'une période glaciaire, mais c'était totalement indépendant de notre volonté. Pourtant, à la fin du 19e siècle, Svante Arrhenius calcula qu'en brûlant du charbon, l'être humain serait capable de changer son climat. Selon lui, il aurait fallu 3000 ans pour doubler la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère et réchauffer la planète de façon significative. Il n'imaginait pas alors l'utilisation exponentielle que l'homme allait faire des ressources fossiles. Nous avons émis tant de CO2 que ses concentrations dans l'atmosphère n'avaient pas été aussi hautes depuis au moins 2 millions d'années. L'augmentation de température ainsi observée n'avait pas été aussi élevée depuis au moins 125 000 ans. L'amplitude de ces changements est énorme, leur vitesse l'est tout autant. Mais ces changements ne se résument pas au climat. Nous exerçons une immense pression sur le vivant. Les espèces disparaissent à un rythme 100 à 1000 fois plus rapide que la normale. 75% de la surface en dehors des glaces a été directement altérée par les activités humaines. Dans l'océan, plus aucune zone n'est dépourvue de traces de l'humanité et 41% des océans en sont fortement affectés. Nous avons privé le vivant de ses habitats. Nous l'avons exploité au-delà de sa capacité à se renouveler. Nous polluons nos eaux pourtant indispensables à la vie. Nous accumulons des déchets qui restent des siècles dans l'environnement. La masse de tout ce que nous avons construit égale celle de toutes les formes de vie sur Terre. Nous avons même fait un trou dans la couche d'ozone, cette protection qui filtre les rayonnements ultraviolets les plus dangereux pour le vivant. Il n'y a plus sur Terre un seul lieu qui n'ait pas été impacté par nos activités. Même au fin fond de l'Antarctique, la glace a gardé des traces des explosions nucléaires. À l'évidence, nous avons été capables de modifier les équilibres naturels à tel point que certains scientifiques ont proposé que l'Holocène était une ère révolue et que nous étions entrés dans l'Anthropocène, l'ère des hommes. Nous sommes une force géologique émergente. Pendant longtemps, certains ont cru que les progrès permettraient d'extraire toujours plus de ressources, mais la résilience de la biosphère a ses limites. L'environnement a été au service d'un modèle économique. Il faut maintenant que notre modèle économique soit au service de l'environnement, car notre capacité à garder une planète hospitalière en dépend. C'est de ce constat qu'est né le concept de limites planétaires. Des limites qui, si on les franchissait, nous plongeraient dans un monde inconnu, incertain, et assurément moins hospitalier que ce que l'Holocène nous a offert pendant les 12 000 dernières années. En 2009, une équipe de 29 chercheurs académiques du Stockholm Resilience Center, menée par Johan Rockström, ont défini un espace opérationnel sûr pour l'humanité. Un espace suffisamment proche des conditions de l'Holocène pour que nous soyons assurés de continuer à vivre dans de bonnes conditions. Cet espace est délimité par 9 frontières planétaires, le climat et la biodiversité étant 2 d'entre elles. T'es en train de me dire qu'il y a 7 autres trucs potentiellement aussi problématiques que le changement climatique et la perte de biodiversité? Qu'est-ce qui pourrait être plus grave que le changement climatique et la perte de biodiversité? J'en sais rien, moi. La connerie? Ouais, ça se défend. Même si le terme frontière planétaire a été popularisé en 2009, après la publication de l'équipe de Rockström, le concept en lui-même n'a rien de nouveau. Cela faisait déjà un certain temps que des chercheurs étudiaient ce qu'on appelle le système Terre, modéliser les différents systèmes de la planète et leurs interactions pour prévoir le futur, du moins proposer une projection d'un avenir possible. On peut en particulier citer le rapport du Club de Rome sorti en 1972, The Limit to Growth, aussi appelé le rapport Meadows du nom de ses principaux auteurs, Denis et Donella Meadows.
Commandités par le Club de Rome, des chercheurs du MIT avaient tenté de modéliser l'avenir jusqu'en 2100 à l'aide de 5 variables. Production de nourriture, production de biens, population, pollution et ressources. Leurs résultats montraient que sans action forte, l'avenir de l'humanité s'annonçait particulièrement sombre. Dans un premier temps, la production de nourriture et de biens continuerait d'augmenter, mais aurait 2 conséquences majeures. Une augmentation de la pollution et un épuisement des ressources. Dès lors, la production de nourriture et de biens s'écroulerait, et quelques années plus tard, ce serait au tour de la population de suivre la même tendance. Et on parle ici d'un effondrement de la population, un effondrement de quelques milliards d'habitants. Ouais, c'est pas un petit Covid de rien du tout. Donc il y a 50 ans, ces chercheurs prévoyaient un effondrement de la population, et ce sans même prendre en compte le changement climatique, qui nous paraît un point crucial aujourd'hui. Bien que le rapport ait été largement critiqué par les économistes, ces modélisations se sont révélées plutôt exactes jusqu'ici. Et donc tu es en train de me dire qu'il y a des chances que la population s'écroule d'ici 2050 ? Comme prévu par ce fameux rapport ? Non, pas forcément. Ce n'est pas parce qu'un modèle s'est révélé plutôt correct dans un passé proche qu'il le sera à l'avenir. D'autant que plusieurs scénarios avaient été proposés, donc il y avait des chances plus importantes que l'un d'eux soit proche de la réalité. Et encore plus dans sa phase initiale. Attends. L'autre jour, dans je sais plus quelle vidéo, qui était pas ouf d'ailleurs, tu disais que les modèles climatiques utilisés par le GIEC étaient fiables, justement parce qu'ils étaient capables de prévoir ce qui s'était passé dans le passé. Et que c'est pour ça qu'ils étaient fiables pour faire des projections de l'avenir. C'est comme ça t'arrange en fait. Non, c'est quand même pas la même chose. Déjà, le modèle n'a pas été testé sur les données du passé. Et puis, la population, on s'attendait assez logiquement à ce qu'elle augmente. Je veux dire, si j'avais dû faire moi-même une droite au pif, peut-être que le début aurait été plus ou moins la même chose. Ce qui est original dans ce modèle, c'est l'effondrement de 2050. C'est là qu'on pourrait vraiment savoir si ça marche. Effectivement, si en 2060 on en est là, on pourra vraiment se poser des questions. Les modèles climatiques n'ont rien à voir. Déjà, on est capable de prévoir les températures sur des périodes de temps beaucoup plus longues dans le passé, et en plus, il y a plein de variations qu'on est à peu près capable de modéliser de façon satisfaisante. Si l'on en croit les projections récentes des Nations Unies sur la démographie, les modèles divergent à partir de 2025, et le scénario central montre plutôt une tendance à la stabilisation de la population à la fin du siècle. Même le scénario bas des Nations Unies ne conduit pas à un effondrement de la population aussi important que celui envisagé par le rapport du Club de Rome. Il faut dire que leur modèle était révolutionnaire pour l'époque, mais tout de même relativement simple. Petite pause. Je suis passé assez rapidement sur ce fameux rapport Meadows, The Limit to Growth. Il y aurait beaucoup plus à dire, mais c'est pas impossible qu'une vidéo dédiée soit en préparation dans le YouTube Game. En attendant, je vous mets un lien si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Toujours est-il que le constat reste correct, on ne peut pas extraire des ressources limitées et dégrader nos écosystèmes ad vitam aeternam. La planète a des limites qui, pour le bien de l'humanité et du reste du vivant, ne devraient pas être dépassées. L'accord de Paris de 2015 a d'ailleurs été l'occasion de poser de telles limites dans le contexte du changement climatique. Nous devons rester bien en dessous des plus de degrés de réchauffement global. Mais ça, c'est une limite politique. La limite physique du changement climatique, elle, a déjà été dépassée. Et ce n'est pas la seule. Limite, frontière. J'entends utiliser les deux termes. Il y a une différence ou c'est juste que tu changes ? Et aussi, c'est quoi les 7 autres frontières ? En France, on entend régulièrement parler de limites planétaires. Même notre cher Wikipédia parle de limites planétaires. Mais les articles scientifiques utilisent le terme planetary boundaries, qui serait plutôt traduit par frontières planétaires. Ouais, ok, c'est juste une histoire de traduction ou il y a vraiment un truc, une vraie nuance ? Oui, il y a une vraie différence. Quand tu joues au badminton, Non, change d'exemple. Je fais pas ça moi. un volant qui sort des limites du terrain, il est faux. Juste avant cette limite, le volant est bon. C'est comme la limite de vitesse en bagnole. Si tu roules à 131 km/h sur l'autoroute, tu rentres dans l'illégalité et tu peux prendre une prune. Exact, une frontière, au contraire, implique quelque chose de plus flou. On ne saurait pas toujours déterminer avec précision où elle se situe. Mais la frontière de quoi au juste ? Et qu'est-ce qui se passe si on la dépasse ? On trépasse ? Ce qui nous inquiète le plus, c'est lorsqu'un système varie de façon abrupte. Des phénomènes qui ne sont pas rares dans le monde du vivant. C'est ce qu'on appelle des effets de seuil. Prenons l'exemple de la fonte de l'Antarctique. À mesure que le climat se réchauffe, l'Antarctique fond de plus en plus à une vitesse relativement stable par rapport à la température. Mais il existe des phénomènes d'instabilité des calottes glaciaires. Des phénomènes imprévisibles qui pourraient, dès lors que le seuil est franchi, libérer des grandes quantités de glace dans l'océan. À quel moment ce seuil pourrait être atteint, on n'en sait trop rien. Pour la fonte du Groenland, par exemple, le seuil se situerait entre plus 1,5 degrés Celsius et plus 5 degrés Celsius. Ah ouais, ça c'est de la précision.
Dans son dernier rapport, le GIEC a d'ailleurs ajouté une courbe en pointillé pour montrer qu'en cas d'instabilité des calottes glaciaires, le niveau des mers pourrait augmenter de façon encore plus importante. Ce n'est pas un risque qu'on peut exclure. Dans le cas des limites planétaires, on ne sait pas non plus exactement où se situent ces seuils. Les points de rupture sont imprévisibles et potentiellement irréversibles à notre échelle de temps. Mais on sait qu'ils existent et qu'on a tout intérêt à ne pas les dépasser. Les auteurs ont donc fixé une frontière qui correspond à l'échelle basse de l'incertitude scientifique. Tant qu'on est en dessous de ce seuil, on peut considérer qu'on évolue dans un environnement stable et hospitalier. En dehors de cette zone, on entre dans un monde inconnu en quelque sorte. Ouais, donc ça colle pas si mal à mon exemple des limites de vitesse finalement. Comme on a une incertitude dans la mesure de la vitesse, tu peux dépasser celle du compteur de quelques km/h sans avoir de contravention. Ouais, si tu veux. Cette petite marge, ça permet de prendre en compte à la fois les imprécisions de mesure et te laisse le temps de freiner. C'est aussi ça l'idée de la frontière, laisser un peu de temps aux sociétés de faire quelque chose. Ou de arrêter de faire. Dans ton exemple, l'indicateur est une vitesse. Dans le cas des frontières planétaires, il peut y avoir un ou deux indicateurs spécifiques. Pour le changement climatique, par exemple, il s'agit de la concentration en CO2 dans l'atmosphère et la quantité d'énergie en trop qui est gardée sur Terre, ce qu'on appelle le forçage radiatif. Mais on va pas trop en parler ici. Ces indicateurs ont des seuils respectivement de 350 ppm pour le CO2 et de 1 watt par mètre carré pour le forçage radiatif. Si vous suivez un peu le sujet, vous comprenez donc que les frontières du changement climatique sont déjà dépassées. Depuis longtemps. 350 ppm et 1 watt par mètre carré. Ah oui, c'est très bien comme valeur. Moi, c'est ce que j'aurais mis. Enfin, peut-être plutôt 325 ppm, ça m'aurait paru plus judicieux. Non, sérieusement, elles sont basées sur quoi, ces valeurs? Si on garde l'exemple du changement climatique, les auteurs ont basé leur valeur de 350 ppm sur la base de plusieurs critères. Déjà, ils ont regardé les données paléoclimatiques, les climats du passé. Il se trouve que la Terre a été presque entièrement sans glace au-dessus de 450 ppm, mais avec une incertitude entre 350 et 550 ppm. Donc on sait qu'entre ces deux valeurs, la Terre peut être sans glace du tout. Donc le système serait dans un état très différent. Autre argument, à l'époque de la première publication de 2009 sur les frontières, la concentration de CO2 atmosphérique était de 387 ppm. Et on observait déjà une fonte des glaces, une augmentation du niveau des mers, une augmentation de la mortalité des coraux et une augmentation du nombre d'inondations. Donc la valeur de 350 ppm semblait judicieuse puisqu'on observait déjà des changements. Bon, maintenant tu vas nous répondre parce qu'on meurt tous d'envie de savoir. Quelles sont les autres frontières planétaires? L'acidification de l'océan. De nos émissions de CO2, environ la moitié part dans l'atmosphère. C'est ce qui augmente l'effet de serre. On a ensuite un quart qui est absorbé par la végétation et un quart qui est absorbé par les océans. C'est ce CO2 qui rentre dans l'océan qui le rend plus acide, ou moins alcalin si vous préférez. Un stress notamment pour les êtres vivants qui forment des coquilles de calcaire, comme le plancton ou les coraux. Le plancton est à la base de la chaîne alimentaire, et les coraux abritent de très nombreuses espèces. Autrement dit, à cause de l'acidification de l'océan, une grande partie de la biodiversité marine est affectée. La biodiversité. Les services rendus par les écosystèmes à l'être humain sont énormes. Pollinisation, ressources alimentaires, filtration de l'eau, etc., etc. On a déjà traité le sujet, je vous renvoie à la vidéo en question. Pour la biodiversité, on a deux indicateurs. La diversité génétique, matérialisée par le nombre d'extinctions d'espèces par milliers d'espèces et par millions d'années, et l'intégrité fonctionnelle de la biodiversité. En gros, la qualité plutôt que la quantité. L'indicateur, c'est la production primaire nette. C'est la quantité de biomasse ou de carbone produite par an par les producteurs primaires, donc les plantes ou autres organismes qui font la photosynthèse. C'est une mesure importante de la productivité d'un écosystème. Elle représente la quantité d'énergie disponible pour les consommateurs primaires, tels que les herbivores. Rappelons les 5 causes majeures de la perte de biodiversité: destruction des habitats, exploitation directe, comme la surpêche, changement climatique, pollution et espèces envahissantes. La couche d'ozone. Située dans la stratosphère, la couche d'ozone est une barrière contre les rayonnements ultraviolets du soleil, dangereux pour les espèces vivantes. Plus précisément, elle filtre les UVC, comme l'oxygène, mais aussi la grande majorité des UVB. Dans les années 70, on s'est rendu compte qu'un trou était apparu dans la couche d'ozone. En cause des gaz appelés CFC, utilisés entre autres comme gaz réfrigérant dans les frigos. Bon, c'est pas vraiment un trou, c'est plutôt un amincissement de la couche d'ozone, mais bon, ça ressemble à un trou.
Le changement d'utilisation des terres. Ce sont les surfaces de forêts boréales, tempérées et tropicales par rapport aux forêts qu'il y avait pendant l'Holocène. C'est évidemment lié à la déforestation. Nous en sommes aujourd'hui à 60%. Changement du cycle de l'eau. Ici, il nous faut considérer deux types d'eau, l'eau verte et l'eau bleue. L'eau contaminée par les algues et l'eau non contaminée? Non, l'eau bleue est l'eau des cours d'eau, rivières, fleuves, nappes phréatiques, etc. C'est l'eau qu'il y a dans l'eau. L'eau verte est l'eau contenue dans les sols et la végétation. La frontière est la quantité d'eau disponible localement par rapport à l'ère industrielle. Les flux biogéochimiques du phosphore et de l'azote. Mais c'est quoi ce nom barbare? C'est pas si compliqué. Le phosphore et l'azote sont deux éléments chimiques indispensables à la vie, et notamment aux plantes. Afin d'augmenter les rendements agricoles, on a utilisé en masse des engrais à base de ces deux éléments. Mais le surplus d'azote et de phosphore est lessivé et une partie non négligeable se retrouve dans les cours d'eau. À cela s'ajoutent les effluents de l'élevage et les eaux usées. Ces nutriments s'accumulent, ce qui favorise la prolifération d'algues ou de cyanobactéries qui vont parfois créer des zones mortes pour le reste du vivant. Ils limitent le passage de la lumière, diminuent les quantités d'oxygène dans le milieu, voire le rendent tout simplement toxique. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. Les aérosols atmosphériques. Les aérosols sont de petites particules liquides ou solides en suspension dans l'air. Ils sont émis par la combustion des énergies fossiles, mais il en existe également à l'état naturel, comme les poussières du désert, les cendres volcaniques ou la suie des incendies. Les aérosols ont de nombreux impacts très différents. Déjà, ils sont mauvais pour la santé. Ensuite, ils refroidissent le climat en réfléchissant les rayons du soleil. Et enfin, ils jouent un rôle dans la formation des nuages, et donc dans le régime des pluies. Les effets des aérosols sont extrêmement difficiles à quantifier. Déjà parce qu'il existe des aérosols de différentes natures, ensuite leur origine peut être naturelle ou anthropique, leur quantité varie énormément dans le temps et dans l'espace, et ils ont tout un tas de fonctions très différentes, comme on vient de le voir. La frontière est une quantification de la différence d'aérosols entre les deux hémisphères par rapport à l'ère pré-industrielle. On arrive à la dernière, les nouvelles entités. Il s'agit d'entités qui n'existaient pas avant l'homme dans la nature et qui ont le potentiel d'avoir des effets sur des processus vitaux du système Terre. Des microplastiques, des perturbateurs endocriniens, des insecticides, des antibiotiques, des déchets ou armes nucléaires, ou encore des organismes génétiquement modifiés. Il faut savoir qu'en 2017, on avait accumulé 92 milliards de tonnes de ces nouvelles entités et on estime qu'il en existe 350 000 différentes. Ouais, mais c'est inquantifiable ça. Et surtout, ça peut pas être quantifié par rapport à l'ère pré-industrielle ou l'Holocène, vu que par définition ça n'existait pas avant. Effectivement, c'est un peu compliqué à quantifier et c'est moins bien étudié. C'est relativement facile de quantifier les volumes ou les quantités de nouvelles entités générées, mais c'est pas forcément hyper pertinent. Les différentes entités ne présentent pas toutes le même danger, certaines ne présentent même aucun danger. Pour que des nouvelles entités soient considérées dans le cadre de cette frontière planétaire, il faudrait que la nouvelle entité en question ait des effets délétères sur l'environnement ou la santé. Le problème, c'est qu'on est bien loin de connaître tous les effets de tous ces composants sur l'environnement ou sur la santé. D'un autre côté, si l'on ne prend en compte que les entités pour lesquelles on a des données, on passe probablement à côté de beaucoup de produits qui ont des effets délétères. Donc au final, la frontière est une sorte d'indicateur de notre ignorance. C'est le pourcentage d'entités dont l'effet est négatif sur l'environnement, et quand la substance n'est pas testée, elle est considérée comme nocive, avec pour seuil 0%. Donc elle est forcément dépassée. On n'a pas de chiffres précis, mais on sait que dans certains contextes, 80% des nouvelles entités n'avaient pas été testées sur l'environnement 10 ans après leur mise sur le marché. Donc ouais, elle est bien dépassée. Bah pourquoi il n'y a pas l'oxygène dans les frontières? Ah, s'il y en a plus, vous êtes mort quoi, hein? Oui, mais à ce tarif, on peut tout mettre. On met pas l'oxygène parce qu'on ne change pas la quantité d'oxygène dans l'atmosphère. Ah bon? Bah pourtant dans une précédente vidéo, t'avais dit que... Oui, d'accord, quand on brûle des énergies fossiles, on consomme de l'oxygène. Mais c'est très peu. T'inquiète, c'est pas de ça qu'on va mourir. Bon bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Une petite vidéo pour chacune des limites. T'en as déjà fait 2, il t'en reste plus que 7. Parce que là, ouais, là c'était un peu rapide, hein. Ouais, on verra, hein. Il y a déjà des gens qui ont fait des trucs très bien sur ces sujets. Revenons à nos moutons. À ton avis, quelles limites on a déjà dépassées? À part le changement climatique, je pense qu'il y a la biodiversité, vu comment on a parlé la dernière fois. Les nouvelles entités aussi, vu que ça n'existait pas avant, et c'est déjà pas mal, non? Dans les 2 premières publications de 2009 et 2015,
certaines frontières n'étaient pas quantifiées. Mais avec la dernière publication qui date du 13 septembre 2023, pour la première fois, toutes les frontières sont quantifiées et voici les résultats. Oh là là! Mais elles sont toutes dépassées? Non, il y a juste l'acidification des océans, les aérosols et la couche d'ozone qui ne sont pas dépassés. Et encore, l'acidification des océans, c'est pas loin. Effectivement, 6 des 9 frontières planétaires sont d'ores et déjà dépassées. Et on a des chances de revenir en arrière ou c'est irréversible? Cette notion d'irréversibilité, c'est une question compliquée. Il n'y a pas de notion intrinsèque d'irréversibilité dans le concept des frontières planétaires. Ça dépend des frontières. Le changement climatique, par exemple, dans la mesure où le CO2 reste dans l'atmosphère pendant des siècles, est irréversible à l'échelle de plusieurs générations. L'extinction d'espèces, c'est complètement irréversible. La couche d'ozone, on a par le passé déjà dépassé la frontière, mais aujourd'hui on est revenu dans une zone sûre. Donc c'est réversible même si ça va prendre encore plusieurs décennies pour que le trou se referme entièrement. On peut prendre un dernier exemple, celui du changement d'usage des terres avec la forêt amazonienne. Outre ses capacités à capter du carbone, une forêt tropicale régule également le cycle de l'eau. Elle va donc contrôler les précipitations qui lui sont destinées. La déforestation et la dégradation de l'Amazonie pourraient diminuer les pluies qu'elle reçoit, menant à sa savanisation. Ce serait alors un phénomène irréversible. Je vois que la frontière du cycle de l'azote est plus dépassée encore que celle du changement climatique. Ça veut dire que c'est encore plus grave? Non, ce qu'on appelle ici des zones à haut risque, ce n'est pas un risque de danger pour l'humanité, c'est un risque de changement brutal du système. C'est le fameux palier qu'on a vu tout à l'heure. Évidemment, qui dit risque de changement brutal du système, dit aussi risque que les services apportés par la frontière en question cessent ou diminuent très rapidement. Ensuite, il faut séparer les frontières qui ont un impact global et celles qui ont un impact local. Par exemple, le changement climatique, l'acidification de l'océan ou la couche d'ozone ont un impact à l'échelle mondiale. D'autres non. Pour les ressources en eau, typiquement, il y a des zones où c'est tendu et d'autres où ça va. Même chose pour l'eutrophisation, ce sont des problèmes locaux. Et puis tu t'en es peut-être déjà rendu compte, mais par exemple l'acidification des océans, c'est quoi le problème de ça? Ben, tous les zooplanctons et les phytoplanctons qui fabriquent une coquille ont plus de mal quand c'est plus acide. Et comme ils sont à la base de la chaîne alimentaire, ça affecte toute la biodiversité marine. Toute la biodiversité marine. Ah oui, toute la biodiversité marine. Donc ça pourrait être finalement plutôt une cause de la perte de biodiversité et pas une frontière en tant que telle. En soi, l'être humain, il n'en a rien à faire de l'acidification de l'océan. Conditions différentes de l'Holocène ou pas, c'est pas très important. Mais ça agit sur la biodiversité et donc indirectement sur nous. Regardons un peu les relations qu'il y a entre les frontières planétaires et leurs causes de dépassement. Vous allez voir qu'au final, tout revient sur le changement climatique et la biodiversité. On peut essayer de commencer par la cause principale du changement climatique, l'utilisation des énergies fossiles. La combustion des énergies fossiles émet du CO2 qui réchauffe le climat. Dans l'océan, le CO2 qui s'y accumule l'acidifie, ce qui, on l'a vu, perturbe la biodiversité marine. C'est aussi avec du pétrole qu'on fabrique du plastique, de nouvelles entités chimiques que les tortues, pour ne citer qu'elles, n'aiment pas trop. La combustion des énergies fossiles conduit également à l'émission d'aérosols, qui sont directement l'une des frontières et qui peuvent affecter le climat et le régime des pluies. En retour, le changement climatique a des effets sur de nombreuses autres limites. Perte de biodiversité, modification du cycle de l'eau, effet amplificateur de la savanisation de l'Amazonie, donc des changements d'usage des terres. Un changement d'usage des terres, et donc la déforestation, a aussi un rôle sur le changement climatique, puisque le carbone présent dans les arbres est relâché lorsqu'on les brûle. En même temps, c'est une perte d'habitat pour une biodiversité particulièrement riche. Les forêts peuvent aussi jouer sur le cycle de l'eau, et donc sur les ressources en eau douce, tout comme les aérosols qui peuvent modifier la formation des nuages. Les CFC, les fameux gaz qu'on trouvait à l'époque dans les frigos notamment, ont non seulement fait un trou dans la couche d'ozone, mais ce sont aussi de puissants gaz à effet de serre. Tiens, la couche d'ozone, puisqu'on en parle, elle a aussi un rôle d'effet de serre, puisque l'ozone est un gaz à effet de serre. Pour le coup, le trou dans la couche d'ozone a donc plutôt un rôle refroidissant. Petit effet refroidissant. Évidemment, notre dépendance aux énergies fossiles est un problème majeur, mais on en a un autre qui l'est tout autant. Notre façon de se procurer notre nourriture, largement basée sur une agriculture intensive et une surexploitation, notamment des ressources halieutiques. La pêche, donc. Notre agriculture a besoin de grandes quantités d'eau, donc on impacte fortement nos ressources en eau. Et pour avoir des rendements importants, on utilise des engrais. Beaucoup d'engrais. Ces engrais à base d'azote et de phosphore sont d'ailleurs à l'origine d'émissions de protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre.
Ils sont aussi la cause de la perturbation des cycles biogéochimiques dont on parlait tout à l'heure, et donc la cause de l'eutrophisation, qui elle-même est une cause de dégradation d'écosystèmes. Pour que les rendements soient importants, on utilise aussi des pesticides. Pas forcément bon pour la biodiversité, et on a besoin de beaucoup d'espace, donc on déforeste. Vous voyez donc que toutes ces frontières sont liées d'une façon ou d'une autre, et qu'il y a peu de sens à les considérer de façon indépendante. C'est notre façon d'habiter la planète dans son entièreté qu'il faut revoir pour adresser l'ensemble de ces problèmes. Bon, tout cela est compliqué et à la fois tellement intéressant. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je suis animateur d'un jeu qui s'appelle La fresque des frontières planétaires. C'est un atelier de 3 heures qui se calque sur le concept de la fresque du climat et dans lequel vous apprendrez, grâce à l'intelligence collective, toutes ces notions-là pour favoriser le passage à l'action. Si ça intéresse votre structure, je vous laisse mon mail en description. C'est intéressant, ouais, mais c'est fiable scientifiquement? Parce que je t'avoue que je suis pas hyper convaincu, hein. Le coup des nouvelles entités, ça m'a un peu refroidi. C'est un peu fourre-tout comme frontière, je trouve. Le concept des frontières planétaires a fait beaucoup parler de lui. Il a été à la base de nouveaux projets de recherche et a eu un impact sur les recommandations politiques du monde entier. Mais il a aussi reçu de vives critiques de la part de la communauté scientifique. Il y a eu 3 publications majeures de l'équipe qui a inventé le concept des frontières planétaires. La première publication Princept, sortie en 2009, la mise à jour sortie en 2015, qui répond à un certain nombre de critiques, et la toute dernière de 2023, dans laquelle les 9 frontières sont pour la première fois toutes quantifiées. Première critique, des critiques techniques de la part d'autres experts du système Terre. Les seuils, par exemple, ont parfois été contestés et jugés trop conservateurs. L'eau, par exemple, aurait déjà dû être une limite dépassée dans la première publication. Les frontières ne contiennent qu'un seul ou 2 indicateurs, ce qui n'est pas forcément représentatif de l'entièreté de ces processus complexes. C'est un point qui avait été particulièrement critiqué pour la perte de biodiversité, parce qu'il n'y avait à l'époque que l'indicateur de l'extinction des espèces. On a vu que dans la dernière publication, il y a aussi la production primaire des écosystèmes qui est prise en compte. Mais avec 1 ou 2 indicateurs, vous comprenez bien que ça reste difficile d'évaluer des phénomènes si complexes. Le choix des frontières a aussi été critiqué. On reproche une sous-représentation des systèmes marins, par exemple. Enfin, nous avons vu que le principe d'une frontière est qu'il existe un seuil en aval dans lequel le système change brutalement. Mais toutes les frontières n'ont pas nécessairement de tels seuils. Il est également difficile d'imaginer des seuils à l'échelle mondiale pour des frontières dont l'impact est local. Si l'on reprend l'exemple de la forêt amazonienne, même si elle devait s'effondrer, cela n'aurait pas nécessairement de conséquences sur d'autres forêts du monde. La représentation mondiale du dépassement des frontières planétaires masque ainsi de nombreuses variations régionales, et avec des responsabilités différenciées. Ok, c'est pas parfait, c'est pas nimp non plus. Non, d'autant que les auteurs ont toujours dit qu'il s'agissait d'un cadre qui était amené à évoluer. On peut toujours discuter des frontières, des indicateurs utilisés, ou des seuils à leur imposer. Tout cela n'est pas définitif. Dans tous les cas, je trouve que c'est un outil pédagogique très intéressant, parce qu'il permet de sortir d'une vision parfois un peu trop CO2 centrée ou climat centrée, et de nous interroger un peu plus en profondeur sur d'autres problèmes environnementaux. J'ai cru entendre d'autres critiques plus tournées sur les aspects politiques. Effectivement, l'approche des limites planétaires a notamment fait l'objet de critiques par les pays du Sud. En effet, ce cadre pourrait limiter la croissance économique de vastes régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Bien que le cadre soit, selon la mise à jour de 2015, censé être fondé sur la science, apolitique et silencieux sur les questions plus profondes de l'équité et de la causalité, il n'est pas exempt de conséquences politiques pour l'équité mondiale. C'est dans ce contexte que l'ONG Oxfam a proposé un nouveau concept. Un espace sûr, mais aussi un espace juste. Pour aller plus loin dans ce cadre, l'économiste Kate Raworth a développé l'économie du donut. Dans ce modèle, pour qu'une économie soit considérée comme prospère, il faut non seulement une économie respectueuse de l'environnement, les 9 frontières planétaires donc, mais qui respecte également les 12 fondements sociaux. Accès à la nourriture, à l'énergie, à la santé, à l'éducation, au travail, à la paix et à la justice, au logement, à l'égalité sociale, à l'égalité des sexes, au capital social et à l'opinion politique. Un plafond écologique et un socle social donc. Au fond, ces 12 fondements sociaux, inspirés des objectifs de développement durable des Nations Unies, sont de bons indicateurs de ce qu'on recherche tous, le bien-être humain. Dans un pays riche comme la France, le socle social est plutôt satisfaisant, même si tout n'est pas parfait, loin de là. En revanche, le plafond des frontières planétaires est largement dépassé.
Dans un pays pauvre, comme le Rwanda, c'est tout l'inverse. Les frontières planétaires ne sont pas encore dépassées, mais le socle social est explosé. Ce ne sont pas des exceptions. Sur ce graphique, on peut voir pour plein de pays les objectifs sociaux réussis en ordonnée et les frontières planétaires transgressées sur l'axe des abscisses. En gros, les pays riches en haut à droite réussissent les objectifs sociaux mais explosent les limites planétaires. Les pays pauvres respectent plus ou moins les limites planétaires, mais niveau social, c'est pas ça. À noter qu'on peut tout rater, défoncer les limites planétaires sans pour autant atteindre les objectifs sociaux. Swaziland, jamais entendu parler. Bon, évidemment, ce qu'on vise, c'est d'arriver ici. Mais pour le moment, aucun pays n'y est arrivé. C'est pour ça qu'on entend parfois que tous les pays sont en voie de développement. Un monde souhaitable implique donc des stratégies qui ne dépassent pas le plafond environnemental et ne perforent pas le socle social. Pourtant, il peut parfois y avoir des conflits entre ces différents enjeux, sociaux et environnementaux, ou même entre les différentes frontières planétaires. Pour des conflits entre les frontières planétaires, on peut reprendre l'exemple de la précédente vidéo pour le climat et la biodiversité. Les traits rouges, ce sont des solutions qui sont bénéfiques pour le climat, mais délétères pour la biodiversité. Nous avons également vu que notre agriculture dégrade de nombreuses frontières. Mais d'un autre côté, on a besoin que tout le monde ait accès à une nourriture de qualité. Et on a besoin de nourrir les 10 milliards d'habitants prévus pour la fin du siècle. Est-ce qu'on peut y arriver sans dégrader notre environnement? Autrement dit, peut-on nourrir tout le monde sans déforester et sans utiliser autant d'engrais? D'après une étude récente, avec nos pratiques actuelles, si on ne veut pas détériorer plus les frontières planétaires, je rappelle, utilisation des terres, perte de biodiversité, cycle de l'azote, utilisation de l'eau douce, on serait capable de nourrir 3,4 milliards de personnes seulement. Ça veut dire qu'on pourrait nourrir que la moitié de notre population actuelle. Et dans certaines régions qui dépendent d'une agriculture intensive, on peut arriver à moins 70%. Moins 70% de kilocalories. Selon la localité, ce ne sont pas toujours les mêmes frontières qui sont limitantes. En Europe, ce sera plutôt les flux d'azote, donc l'utilisation des engrais. Dans les tropiques, c'est plutôt la perte de biodiversité et le changement d'utilisation des terres. Dans les régions subtropicales, c'est plutôt des problèmes d'eau, mais parfois, comme en Inde, c'est un peu toutes ces frontières à la fois. Alors comment on peut faire? Premier levier d'action, c'est de réorganiser spatialement les cultures et les pratiques agricoles. Quand l'irrigation pose des problèmes, on met les cultures là où il y a de l'eau. Quand l'engrais est utilisé de façon trop importante, on le réduit et au contraire, on en met plus là où on n'a pas dépassé la frontière. Ça demande bien évidemment une coopération à l'échelle mondiale, mais ça nous permettrait de nourrir 2 milliards de personnes supplémentaires. Deuxième levier d'action, on peut améliorer les systèmes d'irrigation, l'efficacité des engrais, restaurer les sols dégradés et éviter partiellement l'évaporation des sols. Bim, on peut désormais nourrir 7,8 milliards d'habitants. C'est pas fini, ajoutez à cela une réduction du gaspillage alimentaire et une alimentation moins carnée, pas végétarienne, juste moins de protéines animales, et on peut finalement nourrir les 10 milliards de personnes à la fin du siècle, tout en préservant notre environnement et sa capacité à continuer à nous fournir ce dont on a besoin. Ça paraît facile quand je le dis comme ça. Ça c'est vrai à l'échelle mondiale, mais si on regarde la carte du monde, certaines régions vont malgré tout perdre leur capacité à produire des calories nécessaires et seront donc dépendantes du commerce international ou d'autres améliorations que l'étude n'a pas quantifiées. Par exemple, de manger des insectes ou de la viande synthétique. Cette étude a ses limites, elle ne prend en compte que 3 frontières et demie. En particulier, elle ne prend pas en compte le changement climatique, même si a priori, utiliser moins d'engrais et limiter la déforestation va aussi dans le bon sens pour le changement climatique. On a donc quelques conflits, pas forcément insurmontables comme on vient de le voir, mais on a aussi énormément de co-bénéfices. J'ai attiré tout à l'heure votre attention sur les flèches rouges, mais il y a surtout beaucoup de flèches bleues sur ce graphique. Ce sont des co-bénéfices pour le climat et la biodiversité. Garder ou restaurer les écosystèmes, notamment les forêts, est à la fois bon pour la biodiversité et pour le climat. Une autre mesure qui a des répercussions sur plusieurs frontières planétaires en même temps, c'est la taxe carbone. L'idée, c'est de mettre un prix du carbone pour limiter l'utilisation des ressources fossiles. Comme on peut le voir ici, ça a bien évidemment des impacts positifs sur le changement climatique et l'acidification des océans, puisqu'ils sont directement impactés par le CO2. Mais il y a aussi des bénéfices pour la biodiversité, les aérosols et les flux biogéochimiques. Et oui, parce que les engrais sont fabriqués grâce aux ressources fossiles. Par contre, on a des effets négatifs sur l'utilisation des terres et des ressources en eau. Parce que si les ressources fossiles sont plus chères, alors les biocarburants deviennent plus compétitifs, donc il faut plus de champs et de l'eau pour les cultiver. Mais si en plus de la taxe carbone, on réduit les subventions aux biocarburants à mesure que le prix du carbone augmente, alors on arrive à compenser et les effets sont positifs pour toutes les frontières. On a aussi énormément de co-bénéfices avec la santé.
Passer à une mobilité active ou diminuer la consommation de viande, c'est bon pour la santé. La réduction de l'utilisation des ressources fossiles aboutit par la même occasion à une diminution de la pollution et donc a aussi des effets bénéfiques pour la santé. Moins de maladies respiratoires ou cardiovasculaires. La réduction du trafic limite aussi cette pollution, ainsi que la pollution sonore et le stress associé. On a donc un intérêt social à agir pour l'environnement, mais aussi un intérêt économique. L'utilisation d'énergies renouvelables peut améliorer l'indépendance énergétique des États et demande aussi plus de main-d'œuvre, ce qui crée les fameux emplois verts. Ce que tout cela signifie, c'est que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont globaux et interconnectés. Les solutions doivent l'être aussi. Chaque décision doit mesurer précisément la balance bénéfice-risque à l'échelle de l'environnement et de la planète. On ne peut pas agir pour le climat si c'est aussi délétère pour la biodiversité que ça n'est bon pour le climat. On ne peut pas agir sur la déforestation si cela condamne certaines populations à des famines. On ne peut pas non plus financer de nouveaux projets d'extraction de ressources fossiles sous prétexte d'enrichissement. On doit penser nos solutions de façon intégrée. On a vu que le concept des frontières planétaires était très critiqué par les pays du Sud. Respecter ce cadre pourrait entraver leur développement économique et leurs perspectives de développement. Est-ce qu'on peut demander à des États de ne pas déforester alors qu'on l'a fait en Europe il y a quelques siècles pour les mêmes raisons? Ce sont aussi ces pays qui sont les plus vulnérables au changement climatique et qui ont pourtant la plus faible responsabilité dans ces phénomènes. Ils émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre que les pays du Nord. C'est dans ce contexte qu'au cours des différents traités internationaux, y compris l'accord de Paris 2015, les États se sont engagés à aider les pays en développement à faire leur transition, à s'adapter aux changements et à compenser les pertes et préjudices. C'est essentiel pour que les objectifs climatiques de Paris soient atteints. Sur le plan scientifique, on peut toujours critiquer le concept des frontières planétaires. Le sujet reste d'ailleurs débattu dans la communauté scientifique. Mais dans tous les cas, il a le mérite d'offrir une vision plus large des enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés. À défaut d'être une base solide pour fixer les politiques environnementales, c'est un outil de communication particulièrement efficace. Et si les scientifiques continuent d'argumenter sur la nature des frontières, la valeur des seuils ou les solutions à mettre en place, ils seront probablement tous d'accord sur une chose: nous devons remettre en question en profondeur notre façon de consommer et d'habiter la planète, au moins pour notre propre bien.